Bismillahirrahmanirrahim. Hello again. Hello les phonophile. On va parler aujourd'hui de cancer de col utérine. Le cancer de col utérine, donc c'est la cancérologie en gynécologie. Donc introduction, c'est la première cause de mortalité chez la femme, surtout entre l'âge de 35 et 45 ans. Deuxième cancer chez la femme au niveau mondial, près de 200 000 décès par an pour 465 000 nouveaux cas. La mortalité elle est très diminuée à cause de dépistage et lorsqu'on parle de dépistage de cancer de col, c'est le frottis. Donc on fait un frottis, surtout le frottis, on fait de plus de frottis, donc on a une diminution de la mortalité de cet cancer. L'âge moyen de cancer invasif se situe entre alentour 45-55 ans. Très important cet âge 45-55 ans parce que c'est l'âge, on a les femmes, généralement c'est l'âge de la ménopause, donc c'est l'âge moyen de cancer invasif. Il faut se méfier avec cet âge. L'incidence augmente avec l'âge, etc. Le plus important dans le cours, c'est prouver que ce cancer de col utérine est causé par une infection à cause de HPV, c'est-à-dire Human Papillomavirus. Papillomavirus, c'est la cause principale de cette lésion. Transmet par une voie sexuelle, un contact sexuel. Près de 80% des femmes sont infectées. Donc, il existe différents types. Par exemple, le HPV-16 et HPV-18 sont impliqués dans 70% des cancers du col de l'utérus. Donc, 70% des cols sont surtout ces deux types, le HPV-16 et HPV-17. On note qu'on a 13 différents types cancérogènes. Donc, cette infection va faire au niveau de cette mucus, au niveau donc, de col utérine, une sorte d'infection qui va être une dysplasie. Après, cette dysplasie va évoluer. Donc, c'est l'évolution naturelle vers un cancer in situ. Malheureusement, peut-être un cancer invasif, pourquoi pas une métastase. Donc, cette évolution, elle est sur plusieurs facteurs, bien sûr, les facteurs environnementaux, par exemple le tabac, on note, ou bien des facteurs immunitaires, c'est-à-dire c'est un patient infecté ou bien déficit immunitaire, soit par HIV ou bien autre, ou bien des facteurs génétiques, donc qui vont faire cette évolution vers un cancer, ou bien c'est le système immunitaire très efficace, donc vers la régression ou bien la stabilité. Donc on a différents stades, donc de la dysplasie jusqu'à le carcinome in situ. C'est quoi un carcinome in situ? C'est-à-dire toute la hauteur de l'épithélium est atteinte, c'est-à-dire profilation d'une cellule épithéliale cancéreuse, mais ne franchit pas la membrane basale de l'épithélium. Les métastases, c'est-à-dire c'est foyer néoplasique à distance, généralement on va parler de ça, foie ou bien poumon. Les facteurs de risque, on a parlé, les principaux facteurs de risque, c'est bien sûr le même papillomavirus 16, 18, 30, 33 qui sont transmis par des voies sexuelles. Donc, constituent le facteur de risque majeur, sont oubliés donc l'autre facteur de risque tels que la précocité des rapports sexuels lorsqu'on a une immaturité épithéliale, surtout de la jonction pavimenteuse cylindrique. On note aussi le tabac, l'immunodéficit aussi sont des facteurs de risque, mais moins. La multiplicité des partenaires sexuels, les infections virales telles que l'herpès. L'anapathe, on a donc des lésions, de la dysplasie qui va être donc prolifération des cellules atypiques plus ou moins différenciées. On a deux types, on a l'épithélioma pavimenteux, c'est-à-dire parce qu'on a une jonction ici, on a parlé des matériaux de jonction pavimenteuse cylindrique, on a une épithélium pavimenteuse et l'épithélium pavimenteuse au niveau de l'exocole et l'épithélium cylindrique en intra-utérine, c'est-à-dire en endocole. Donc, on a cette jonction, donc on a deux types de cellules. Soit on a l'épithélium pavimenteuse dans 85% des cas, c'est-à-dire le plus fréquent, c'est l'épithélioma pavimenteuse. On a aussi des tumeurs
glandulaires, c'est-à-dire des adénocards, à peu près 5%. Nota bene, les deux types sont causés par l'human papilloma virus, donc qui peut causer soit l'une soit l'autre. L'évolution n'est pas toujours progressive. Malheureusement, on a parfois peut être persistée cette lésion de bas grade, mais on a parfois une régression. La régression, surtout lorsqu'on a des tumeurs de bas grade, c'est-à-dire de CIN ou 1, c'est-à-dire lorsqu'on a seulement un tiers de l'épithélium qui est présent des anomalies. Lorsqu'on a une progression vers des stades plus hauts, donc on a diminution de la régression. Dans le carcinome micro-invasif, il existe une rupture de membrane, donc on a une invasion de la stroma par des cellules malignes. L'extension locale, bien sûr, vers le bas, c'est-à-dire au niveau de vagin, en dehors, vers l'endomètre, donc c'est quelque chose de l'anatomie plus facile. À distance, vous pouvez citer des ganglions, vous pouvez citer les organes les plus touchés, bien sûr, hépatique pulmonaire, plus rarement osseux ou bien cérébral. Le diagnostic pose, comme tout le temps, on dit clinique, l'interrogatoire clinique et paraclinique. L'interrogatoire, on cherche bien sûr des signes, généralement des métrorragies provoquées par des rapports sexuels, très important, métrorragies provoquées par des rapports sexuels. On trouve des leucorrhées, parfois des leucorrhées malodorants, streptons, etc. Lorsqu'on passe à l'examen clinique, on trouve bien sûr une ulcération, une agitation ou bien une infiltration par le scapulum. Autopsie vaginale, on peut noter une petite induration. Et l'examen clinique précise la taille de la tumeur, le volume de l'utérus, etc. L'examen complémentaire, on a l'écho pelvien qui enseigne le volume, l'IRM bien sûr, avec l'arrivée de l'IRM. On peut faire l'UV pour détecter des anomalies pluricielles, cystoscopie, rectoscopie, généralement pour le bilan donc d'invasion, bien des bilans sanguins pour chercher une anémie, etc. Bien insuffisance rénale, donc un bilan microbiologique. Bilan biologique. Donc pour les cancers, les cancers de stade 1 et 2 proximaux inférieurs à 4, on peut faire soit chirurgie exclusive, radiothérapie exclusive ou bien les deux à la fois. Pour les stades proximaux, mais supérieurs à 4 cm, donc on doit faire une radiothérapie première ou bien curothérapie 6 semaines après, on va faire la chirurgie. Donc et pour les stades distaux, etc., on va entrer vers le pronostic qui est malheureusement, on va utiliser donc des irradiations externes. On peut parfois utiliser chimiothérapie concomitante pour augmenter la radiosensibilisation. Le pronostic, bien sûr, lorsqu'on a de stade 1, bien sûr, le pronostic est meilleur. Lorsqu'on a malheureusement un stade tardif, le pronostic est moins pire. Donc après le traitement chirurgical ou bien après un traitement, on va faire des surveillances. On va faire par exemple tous les 3 mois au cours de la première année, après tous les 6 mois les 2 années qui suivent, puis tous les ans. Donc la surveillance comprend examen clinique et prélèvement, frottis vaginal, échographie et des examens d'imagerie, parfois scanner, IRM, donc comme vous voulez. Donc c'est ça pour le cancer. Donc c'est un cancer qui est causé par un virus et on peut détecter, donc on peut faire ce qu'on appelle la frottis pour détecter autant le cancer et pas aller dans des stades plus avancés. Donc ça c'est crucialement le dépistage de col de l'utérine, de cancer du col, c'est très important surtout dans les pays en train de voie de développement. Donc c'est tout pour les cancers de col et l'utérine. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.